important. Parce qu'on a un peu l'impression qu'on va encore une fois généraliser, on a trouvé qu'il y a une loi universelle. Non, il y a certains pays, ces pays-là ont ces caractéristiques-là, mais d'autres pays ont ces caractéristiques, mais ne sont pas performants. Et d'autres pays sont performants, mais ils n'ont pas ces caractéristiques. Alors, quelles sont ces caractéristiques? D'abord, il y a le niveau de différenciation verticale et horizontale est peu élevé. Ça veut dire que, finalement, il y a une très faible différenciation et une orientation scolaire qui soit opérée. Par exemple, en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas, en Autriche, comme vous le savez, après à la fin de l'école primaire, ou à l'âge de 11-12 ans, on fait une orientation entre le technique, le professionnel et l'académique. Et souvent, si vous avez 9 sur 20, vous êtes d'origine modeste, vous irez dans le technique ou le professionnel. Vous avez 9 sur 20, vous êtes d'origine plus aisée, vous irez vers l'académique. Donc il y a une ségrégation, il y a un déterminisme social très très important dans ces pays-là. Dans les pays qui réussissent le mieux, il n'y a pas cette différenciation. Il n'y a pas cette différenciation. Et deuxièmement, il n'y a pas de différenciation horizontale, c'est-à-dire qu'il y a très peu de redoublement. Très peu de redoublement. Alors que je vous ai déjà donné les statistiques pour la France, le pays où le redoublement est le plus important, c'est le Portugal, suivi de l'Espagne, après il y a la France. On en est à près de 30-40% dans ces pays-là. En Finlande, c'est 2%. 2%. C'est vraiment si vous êtes malade que vous allez redoubler. C'est un système qui est totalement différent et qui est nettement plus opérationnel. En matière de gouvernance des établissements, une certaine autonomie prévaut pour les établissements dans leur choix de programme, l'affectation des ressources et l'évaluation des élèves. Et le recours aux évaluations des élèves sont fréquents à des fins normatives, informatives pour des prises de décision et des évaluations. Et enfin, il y a une utilisation qui est relativement régulière par des examens externes normalisés. Ça, c'est très important. La plupart du temps que vous demandez à un professeur, et certains d'entre vous sont professeurs, quelle est la valeur de vos élèves, vous savez quelle est la valeur de vos élèves. Mais la valeur comparée de vos élèves, par rapport à d'autres classes dans le même établissement, vous avez une vague idée, mais vous ne pouvez pas la maîtriser, la mesurer statistiquement, réellement. Et quelle est la valeur intrinsèque de vos élèves par rapport à un autre établissement, même un établissement proche, là vous êtes totalement dans le noir. Donc vous pouvez très bien vous tromper, parce que vous êtes un individu face à quelques d'autres individus, vous faites des évaluations que vous faites de façon très régulière par rapport à un programme. J'ai vu dans une classe, on indiquait que dans le primaire, il fallait que les élèves comprennent qu'est-ce que c'est que 10 par 10 par 10. Or, dans le livre, c'était marqué 10 au carré et 10 au cube. Et le professeur enseignait 10 au carré et 10 au cube aux étudiants. Donc il y a souvent une mauvaise compréhension des programmes qui fait qu'il y a un mauvais enseignement. Et si vous n'aimez pas, si vous êtes un jeune enseignant et qu'on vous donne simplement un programme, le programme c'est le livre, le manuel, on vous dit de l'enseigner, comment faut-il l'enseigner? Souvent les professeurs ne savent pas exactement comment l'enseigner. Ils sont un petit peu dépourvus. En primaire, en France, le dernier sondage qu'a fait la DEP, la Direction de l'évaluation de la prévision et de l'évaluation, en France, on a demandé aux professeurs, est-ce que vous vous sentez démunis, en quelque sorte, face à la matière que vous devez enseigner? Vous avez une idée du pourcentage? Je vais vous le donner tout de suite parce qu'il est étonnant. 70%. 70% des élèves, des professeurs dans le primaire, c'est-à-dire en CP, CP et CM1, CM2, se disent démunis. Mais l'autre terme pour dire que vous avez un professeur démuni, c'est que c'est un mauvais professeur. Si vous êtes démuni, vous ne savez pas enseigner, donc c'est un mauvais professeur. Vous auriez posé la question au professeur, est-ce que vous êtes un bon professeur ou un mauvais professeur? 100% ont répondu, je suis un bon professeur. Vous leur posez la question différemment, est-ce que vous vous sentez démuni par rapport à l'enseignement que vous devez pratiquer? 70% va répondre, oui, je n'ai pas reçu la formation idoine, je vais y arriver, pertinente pour réaliser ce que je dois faire. 70% en France, c'est absolument considérable, dans le primaire. C'est le seul, on n'a pas l'évaluation pour les autres. Donc l'utilisation régulière des tests standardisés. On n'a pas besoin de les rendre publics, on doit simplement les donner l'indication au professeur. Et le professeur, à ce moment-là, sait très bien que voilà le niveau de ma classe,
Voilà le niveau moyen, peut-être l'étude supérieure, peut-être l'étude inférieure, de toutes les classes similaires, dans l'école privée, dans les écoles publiques, entre les garçons, entre les filles, dans telle matière. À ce moment-là, vous voyez exactement où vous en êtes, vous voyez quels sont les efforts que vous devez faire pour rattraper, ou peut-être vous allez trop vite dans le programme. En matière de ressources, un niveau important des dépenses prévaut dans l'éducation qui privilégie le salaire des enseignants sur celui de la classe, sur la taille de la classe, je l'ai déjà indiqué. Mais comme je l'ai indiqué, ces caractéristiques, vous voyez, il y a très peu de caractéristiques, il n'y en a pas beaucoup, hein, caractéristiques propres dans les pays performants. Comme j'ai indiqué, ce ne sont pas systématiquement dans tous les pays performants, et certains pays qui ne sont pas performants ont ces caractéristiques. À méditer, et je terminerai là-dessus, à méditer, puisque je l'ai souligné plusieurs fois, mais pour vous montrer qu'il n'y a pas de clé universelle en matière d'éducation, la qualité des relations entre les élèves et les enseignants est parfois les plus faibles, et parmi les plus faibles au Japon et en Corée. Le climat de discipline est parmi les plus stricts au Japon et en Corée, et parmi les plus faibles en Finlande. Le comportement des élèves est parmi les plus difficiles en Finlande et parmi les plus aisés en Corée et au Japon. La pédagogie proactive est plus développée en Finlande et en Corée. Je crois qu'il y a eu le Canada aussi. J'oublie le Canada. L'engagement des parents est parmi les plus faibles en Finlande. Et enfin, la direction des chefs d'établissement est parmi les plus faibles en Finlande, en Corée et au Japon. Donc, quelle leçon peut-on tirer de cette analyse? C'est que, contrairement à ce que l'on peut croire, il n'y a pas les tables de la loi qui sont gravées dans le marbre ou dans le béton pour vous dire, si vous voulez avoir des bonnes performances, voilà les clés. Il reste bien entendu que ce dont on n'a pas parlé ici, parce que c'est très difficile à mesurer, c'est la qualité des enseignants. C'est très difficile à mesurer parce que toutes les évaluations qui sont faites sont des évaluations qui sont discrètes et qui ne sont pas publiques. Donc on ne connaît pas la qualité des enseignants. Dans aucun pays, on connaît la qualité des enseignants. Et aurait-on la possibilité de mesurer, ce serait difficile d'avoir des ABAC qui soient comparatives et comparables, nous permettant de classer les enseignants parmi les bons et les mauvais. Il reste que si vous demandez aux parents, est-ce que M. Smith, le professeur d'anglais que tu as eu l'an dernier, Guillaume, est-ce qu'il est bon, est-ce que ta sœur devrait le prendre? Guillaume, il sait si le prof est bon ou mauvais. Et il y a d'autres personnes qui savent. Ce sont les autres professeurs d'anglais. Ils savent que Smith, c'est pas bon. Et pourtant, cette information, elle n'est pas connue. Et tout le monde la connaît, cette information. C'est ça qui est intéressant. Mais l'autre question, c'est comment faire en sorte que M. Smith soit rendu meilleur. Est-ce que c'est simplement une question de formation initiale, de formation permanente? Est-ce que c'est une question de problème personnel? Est-ce une question de santé? Est-ce que c'est une question de vocation? Est-ce une question de motivation? Est-ce une question financière? Mystère des boules de gomme. Personne ne sait. Et ça, le mystère, si vous voulez, de l'éducation. Et c'est ça la clé de l'éducation. Si vous avez un bon prof, vous vous souvenez tous de vos bons profs. Vous vous souvenez tous des mauvais profs que vous avez eus. Et vous avez peiné, si c'est un professeur en sciences ou en mathématiques, vous avez peiné parce que le professeur n'était pas bon. Ce n'est pas la faute de l'élève, c'est la faute du professeur. Est-ce qu'on le dit suffisamment et suffisamment fort? Je ne suis pas persuadé. Personnellement, je trouve qu'on devrait faire en sorte d'être plus exigeant pour y arriver. Ce qui est intéressant, j'en terminerai par là, vous avez vu, si vous suivez l'actualité de l'éducation, c'est qu'il y a eu une grève qui a duré 10 jours à Chicago, la semaine dernière. Il y a 25 ans qu'ils n'avaient pas eu une grève de professeurs à Chicago. Et il y avait 8 ans qu'il n'y avait pas eu de grève de professeurs aux États-Unis. Imaginez, en France, si on n'a pas de grève des professeurs pendant 8 ans. Ça serait un miracle. Bon. La raison principale pour laquelle il y a eu cette grève, c'est parce que le maire de New York, qui est l'ancien chef de cabinet de Obama, il s'appelle Emmanuel, a pensé qu'il fallait travailler sur la motivation des professeurs et qu'il fallait utiliser deux choses, la carotte et le bâton. Alors la carotte, c'est je vais augmenter votre salaire de 16% sur les 4 ans qui viennent, c'est pas négligeable, mais il y a deux choses que je vais faire. La première, c'est que si vous êtes viré d'un établissement, vous serez plus prioritaire pour être repris dans un autre établissement, parce que si vous avez été viré, c'est que vous n'êtes pas bon. Alors les enseignants disaient, s'il est viré, il doit être repris automatiquement dans un établissement où il y a une vacance d'emploi.
Et la deuxième chose, l'évaluation que l'on fera de vous, désormais, portera à hauteur de 25% sur les tests standardisés, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les professeurs se sont mis en grève pendant 10 jours, 350 000 élèves en dehors des classes, en dehors des écoles. Bon, finalement, ils ont trouvé un compromis. Au lieu que ça soit 25%, ça sera 15% aujourd'hui, un petit peu plus demain, un petit peu plus demain, etc. etc. Et l'augmentation de salaire sera un petit peu plus importante, ça sera 17%. Et les professeurs qui sont virés, ils sont repris s'ils sont bons. Encore faut-il mesurer la qualité des enseignants. Je sais pas comment voilà où on en est, si vous voulez, dans cette situation-là. Encore une fois, comme je l'ai dit, le grand mystère du système éducatif, c'est la qualité des enseignants, la motivation des enseignants. Maintenant, la parole est ouverte. Si vous avez des informations, des idées à partager avec vos collègues, je serais enchanté de vous passer le micro. Merci beaucoup. Merci, professeur. Dans le but du sujet, au niveau du débat, je passe le micro à ceux qui veulent poser des questions. Oui, il est allumé. Non, parce que celui-là est plus fort. Nous sommes vraiment heureux de vous avoir écouté ce soir en live, professeur Dugomont, cet exposé-là. Que nous avons vu par ailleurs sur le net, nous avons suivi sur BFM, vous avez eu des entretiens auparavant, vous n'êtes pas un inconnu de la matière. Maintenant, mon intervention concernera le Maroc, qui est votre pays d'accueil ce soir, et pour situer le Maroc dans le réseau AEFE à travers le monde. Les chiffres sont très éloignés de ce que sont les chiffres en France, dans la mesure où on regarde à la jauge les résultats au baccalauréat, où les enfants du réseau français à l'étranger ont le bac à raison de 95%, avec quelque chose comme les 2 tiers qui ont la mention, alors qu'en France, ce n'est que 46%. Sur la branche S, 17% des élèves dans le réseau ont des mentions très bien, et c'est des chiffres qui sont, bien sûr, il faut pondérer, parce que je ne citerai pas de pays pour ne pas mettre des pays au plus bas, mais il y a des pays qui ont moins que ça, il y a des pays qui se trouvent en tête. Alors pour le cas qui nous concerne, et celui du Maroc, le raisonnement est autre. Le réseau français existe depuis 1925, vous ne l'ignorez pas, et l'effort qui est fait aussi bien par les autorités françaises pour avoir un enseignement de qualité, pour maintenir donc la francophonie dans notre pays, vu les relations séculaires qui existent entre le Maroc et la France, il est doublé, et ça il ne faut pas le cacher, par un effort permanent d'accompagnement des familles. Et je crois que s'il y a étude à entreprendre, ça serait, c'est pas que je vous le propose, mais ça serait de zoomer un petit peu sur ces écoles françaises à l'étranger. Quel est le secret de cette réussite qui se trouve avec ces taux-là, alors qu'on se trouve avec des chiffres plus bas en France, et puis voir aussi les accompagnements qui se font à côté. Je n'irai pas jusqu'au bout de mon idée, mais ici au Maroc, quand on arrive en première et en terminale, et je l'ai découvert en tant que mère de famille, accompagnant ses enfants, c'est qu'en fin d'année, on découvre que les enfants, ils ont l'école ici, au lycée Descartes, mais ils ont ici une